Bonjour à tous, cette semaine, l'Afterlap, le podcast du sport auto, ne recule devant aucun sacrifice, car on vous propose 2 numéros. Mais oui, il y avait un Grand Prix de F1, c'était pas n'importe quelle course, c'était le Grand Prix de Monaco, donc ça c'était obligé. Mais il y a un rallye qu'on aime beaucoup, le WRC au Portugal, et comme on a un consultant cette année qui nous fait l'amitié de se rendre souvent disponible pour nous, et qui est excellent en plus, parce que les avis sont unanimes, c'est Guillaume Lafay qui est avec nous en audio et en vidéo. Bonjour Guillaume, ravi de te retrouver. Salut LFB, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ravi de te retrouver aussi après ce week-end chargé en sport automobile et avec un beau rallye du Portugal. Voilà, donc pour raison de grands événements, on a bien décidé de faire deux épisodes, et donc je te remercie d'être toujours notre consultant WRC. Et donc on va passer en revue tout ce qu'on a vu au Portugal, épreuve mythique s'il en est. Alors tu sais mon cher Guillaume, je commence par une petite anecdote personnelle. Le WRC, enfin le rallye du Portugal à Porto, c'est le dernier auquel j'ai assisté en direct en 2019. Juste avant la liquidation, puisqu'il faut bien dire les choses telles qu'elles s'appellent, la liquidation de Motors TV qui était devenu Motorsport TV. Bon, d'accord. Un moment un peu triste évidemment vu comme ça, ouais. Mais tu sais que j'allais régulièrement sur place depuis 5 ans auparavant. On se partageait les rallyes avec Patrick Rivet, et le Portugal, j'y suis allé 2 années de suite, donc 2019. Alors je sais pas si toi tu as déjà été sur place. Le Portugal, non, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Il faisait pas partie du championnat d'Europe ni de l'IRC ou du SWRC à l'époque qu'on faisait avec Skoda. Donc non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir cette belle bosse de Fafé et toutes les contraintes particulières qu'il peut y avoir. Bon, écoute, voilà, donc c'est vrai que moi j'y ai pensé forcément. Le rallye, l'assistance est basée à Matosinhos, qui est une commune un peu au nord de Porto, globalement sur le parvis de l'Expo Nord, qui est une sorte de palais, de porte de Versailles, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça, comme souvent les parcs d'assistance, des fois c'est un petit peu dans des endroits qui sont pas super fun, mais la ville de Porto à côté, ouais, super, c'était sympa d'y aller, et c'était une belle destination, j'avoue. Bon. C'est sûr. Avec du beau temps en général, et puis un beau rallye qui reste mythique quand même. Bon, alors ce préambule étant posé, on va aller dans le vif du sujet. Donc Guillaume, tu vas nous commenter la victoire d'Evans. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est bien Finn Evans qui a gagné. J'ai envie de dire c'est Toyota qui a gagné, c'est Hyundai qui a perdu. Tu vois déjà un petit peu ce que je veux dire, mais on va passer ça en revue donc. Et puis Sébastien Ogier qui arrache le podium. Alors, tu es d'accord avec moi, Ogier le premier jour, si on y va comme ça direct, c'est balayage à fond, c'est très difficile. C'était très difficile pour lui. C'était très difficile, ouais. C'était très difficile pour Ogier et Ingrassia. Effectivement, besoin de balayer la route. Mais aussi tout de suite, on a vu que les Hyundai étaient quand même un cran au-dessus. Puisque ils étaient tout de suite dans le coup, les trois. Même Neuville qui était juste derrière Ogier a beaucoup moins souffert du balayage. Donc certes, il avait déjà une trace, il y avait une voiture qui était passée, mais la différence était quand même assez flagrante. Et donc oui, sur cette première journée, malgré les pneus soft dans la matinée et les pneus durs pour tout le monde dans l'après-midi, donc tout le monde était vraiment sur une monte équivalente, on a vu que Hyundai avait un cran au-dessus de Toyota sur cette première manche. Ouais. Alors tu as mentionné les pneus, là je voulais te poser une question. Donc moi j'ai lu comme tout le monde qu'il y avait que 2 trains de pneus soft pour tout le monde sur l'ensemble du rallye. Mais ça, j'avoue, je le dis sincèrement, j'avoue que c'est quoi? C'est Pirelli qui décide? C'est la fédération qui décide? Comment ça se fait qu'on apprenne ça ou que ça soit ça comme ça Alors c'est des quotas de pneumatiques qui sont définis bien avant le rallye, qui sont définis par Pirelli, qui choisit le nombre de pneus qu'ils vont emmener en fonction des conditions météo qui sont imaginées. Donc effectivement, sur cette manche du Portugal, tous les concurrents avaient le droit à 24 pneus, pardon. Donc ils avaient le droit d'utiliser uniquement 24 pneus, mais ils en avaient 32 à disposition. Donc dans les 32, ils en avaient 24 qui étaient hard, donc durs, et 8 qui étaient soft, donc un peu plus souples.
Et donc, il devait choisir 24 pneus parmi ces 32. Et donc, comme tu l'as mentionné, il n'y en avait que 8 qui étaient soft, puisque les conditions sont censées être plus chaudes et un petit peu plus compliquées, avec des cailloux qui ressortent, notamment sur le deuxième passage. Et donc, c'est pour ça que Pirelli avait fait le choix d'emmener beaucoup plus de pneus durs. Sauf que dans les 15 jours, et notamment la semaine qui a précédé le rallye, il y a eu pas mal de pluie. Les températures se sont énormément radoucies. Ce qui fait que les softs, finalement, ils en auraient eu beaucoup plus besoin, et on va le voir par la suite, niveau tactique, ça a beaucoup joué sur la course aussi. Le nombre de fois, Guillaume, où on constate qu'il pleut dans la semaine qui précède un rallye. Je sais pas si des fois ça t'a aussi marqué, mais combien de fois on apprend qu'il a plu les jours qui précèdent, et quand le rallye commence, ça va à peu près, mais c'est souvent, je me permets de le dire. Surtout au Portugal, on a eu quelques années passées où il y a eu même des problématiques de sécurité envers les pilotes, parce que les pluies étaient tellement fortes que certaines spéciales avaient été annulées, voire plus, parce que tout simplement c'était trop glissant et ils n'avaient pas les pneus adéquats en fonction, quoi. Ouais, c'est ça. Alors bon, je te reposerai une autre question sur les pneus un peu plus tard, quand on sera dans le vif du sujet, mais ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à la 6e spéciale, qui est celle qui était télévisée le vendredi après-midi, la situation, honnêtement, Guillaume, je pense que tu es comme nous, tu dis elle est attendue, elle est normale. À savoir que par une sorte de loi d'alternance qui quand même parfois existe, c'est un peu plus dur pour Toyota du fait qu'Ogier balaye, et que Hyundai, c'est peut-être à son tour après les désillusions de la Croatie. Et effectivement, à la spéciale 6, les 3 Hyundai, les 3 pilotes de pointe, on reviendra sur le 4e plus tard, sont aux 3 premières places. À ce moment-là, pour toi, tu me confirmes que ça te semble relativement normal? Normal, non, parce qu'on a quand même Evans qui est censé ne pas balayer non plus. On a Rovanperä qui est dans la même position. Donc les Hyundai, pour moi, sont clairement un cran au-dessus sur cette première journée, et un peu surpris de la contre-performance des Toyota, par contre, par rapport aux Hyundai. Donc on a ce triplé à la fin de la journée, avant qu'arrive le problème sur Neuville, sur lequel tu vas discuter, je pense. Mais non, un peu surpris de la position, et puis surtout de l'écart, encore une fois, qu'il y a entre les performances de Ogier, qui est 7 ou 8e, et d'un Neuville qui est juste derrière. Tanak, de toute façon, on savait qu'il allait être à l'attaque dès le début. Sordo, avec sa position sur la route, a été énormément avantagé, mais il a vraiment assuré, et à la fin, c'est lui qui sauve le week-end de Hyundai. Mais non, un peu surpris quand même de cet ordre de classement à la fin de la spéciale 6. Oui, non, t'as raison. Je voulais dire que Hyundai était devant, mais peut-être pas que les 3 soient devant. C'est ça que tu as raison de le préciser, tout à fait. Alors, les ennuis avaient pourtant déjà commencé pour Hyundai. Pierre-Louis Loubet, donc, était sorti précocement dans la matinée. Bon, si on en parle tout de suite pour évacuer le sujet, bon, là, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on a raison là de commencer à être sévère pour Pierre-Louis? Pour moi, ça fait beaucoup, et ça fait même trop. Voilà, comme tu le dis, on sait tous la difficulté que c'est de rentrer en championnat du monde, de faire ces rallyes. Ces pilotes, c'est vraiment tous des top pilotes, mais là, c'est vrai que, et j'ai rien contre lui, bien au contraire, je serais le premier à être content qu'il performe de la même manière que Fourmeau, et on va en discuter, a pu le faire. Mais voilà, la différence est trop flagrante entre Adrien Fourmeau, qui sur 2 rallyes WRC fait des étincelles, alors que Pierre-Louis, malheureusement, accumule les fautes et est un peu dans une spirale négative. Pour le coup, je pense qu'il faudrait qu'il refasse un petit pas en arrière, qu'il aille refaire un petit peu ses armes en WRC2, qu'il montre de la pointe de vitesse en WRC2, avec moins de pression, avec moins les objectifs rivés sur lui. Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne s'en sort pas, et malheureusement, il a changé de copilote. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a une petite incompréhension ou autre? Mais en tout cas, le fait est que il repart même pas en rallye 2. Donc, sur un rallye comme le Portugal, voilà, il va faire 15-20 km. C'est pas normal, en fait, et c'est pas du tout ce qu'on attendait, et ce que lui attendait de lui, j'imagine. Donc, donc malheureusement, oui, un peu déçu, et clairement, moi je l'ai mis dans mes flops du rallye, parce que voilà, malheureusement, il n'a pas accumulé les kilomètres, et
et c'est une erreur plus comme sur les 3 premiers rallyes. Tout à fait. Deuxième accro Hyundai. Et là, pour moi, c'est aussi un flop, puisque tu as employé l'expression. C'est Thierry Neuville qui part à la faute et qui ruine tout dès le vendredi après-midi. Bon, là, on s'y attendait pas forcément quand même, là aussi. Non, on s'y attendait pas. Au contraire, il était plutôt parti pour dérouler, on va dire, avec ses collègues Ott Tänak et Dani Sordo. Ils avaient toutes les cartes en main. Après, voilà, ça montre encore une fois que le rallye est vraiment une discipline à part. On ne peut pas tout maîtriser en fin de journée, avec un peu de fatigue peut-être qui s'accumule. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur aussi de note avec son copilote, son nouveau copilote? Voilà, c'est vrai que Thierry avait fait un début de saison très très stable. Et là, il voulait peut-être attaquer un petit peu plus pour se positionner pour la journée du samedi, être un peu plus en retrait dans l'ordre des départs. Et malheureusement, il fait cette petite erreur qui est pas une grosse erreur. Hein. Il va taper légèrement sur le talus, mais ça casse la suspension et on verra le lendemain que peut-être que cette suspension est aussi un peu en cause parce qu'elle avait l'air plutôt fragile sur les Hyundai. Donc voilà, est-ce que c'est entièrement de sa faute? En grande partie, oui. Après, je pense qu'il y a aussi une petite faute sur la fiabilité de la Hyundai, tout simplement. Pour terminer avec Thierry Neuville, il y a cette histoire aussi de son abandon le lendemain. Il revient donc en rallye 2, hein, t'as vu, et puis il réabandonne le samedi. Et je voyais quelques papiers qui disaient oui, ça a été fait exprès pour pas qu'on balaye pour Toyota, tu vois ce que je veux dire, puisque de fait, Neuville partait devant. T'as un avis toi là-dessus ou tu penses quelque chose? J'ai un avis, oui et non, on peut pas spéculer là-dessus. Je pense pas qu'il ait fait ça volontairement parce qu'ils ont besoin de rouler, ils ont besoin de faire des kilomètres, ils n'ont pas le droit de faire des essais, donc non, ça m'étonnerait que ce soit fait exprès. S'il l'avait fait vraiment exprès, je pense que il se serait recalé au niveau des pointages et il aurait pris les bonnes pénalités pour se remettre derrière les Toyota, mais juste devant Tänak et Sordo. Et encore une fois, je pense que s'ils l'ont fait exprès, c'est plutôt pour avoir le droit de reconstruire la voiture un petit peu mieux pour la Sardaigne qui arrive avec des changements de pièces qu'ils n'avaient peut-être pas eu le temps de faire et qui sont homologués, qui doivent faire un certain nombre de rallyes qu'ils n'auraient pas pu le faire la veille au soir. Mais non, je pense pas qu'il l'ait fait exprès et c'est pas du tout dans la mentalité non plus de Adamo et clairement non, ils ont besoin de faire des kilomètres encore plus avec son nouveau copilote. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Alors à ce moment-là, évidemment, je pense qu'on est tous pareils. Et Tänak, bien sûr, était l'incontestable favori. Et voilà, il était seul devant. Et c'était pour lui, quoi. Et là aussi, coup de théâtre le samedi, quoi. Le samedi, ouais, une belle journée de samedi aussi. Voilà, on va aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné, on va dire, c'est Fourmeau, tout simplement sur cette journée de samedi. En fait, le fait que Thierry Neuville abandonne très rapidement dans la journée, c'est Adrien Fourmeau qui a ouvert la route et qui a fait preuve d'une intelligence de course. Tout simplement assez impressionnante pour un pilote de cette jeunesse et avec aussi peu d'expérience. Il a balayé pendant toute la journée. Ça a été une très grosse prise d'information, je pense, pour lui et son copilote, une nouvelle expérience qu'il a gérée de main de maître. Il a quasiment fait 0 faute. Et puis sur le reste de la situation, Tänak, oui, à l'attaque toute la journée pour faire un peu le trou, pour s'assurer une journée du dimanche plus tranquille, pour pouvoir sauver un peu des pneus aussi le dimanche si besoin pour la Power Stage. Et puis finalement, dans cette avant-dernière spéciale, même la dernière vraie spéciale avant la super spéciale, oui. Copier-coller de la journée du vendredi pour Hyundai. Oui. Ils sont en tête avec une marge assez significative et puis dramatique dans la dernière spéciale. Là, pour le coup, la suspension qui se rompt complètement, toute seule. Il n'y a pas eu de choc. J'ai vu la caméra embarquée. Ouais. Non, il n'y a rien de particulier. Tänak n'a absolument rien à se reprocher. C'est ce qui me fait dire aussi que peut-être que Neuville, la veille, avait déjà eu un prémisse de cette alerte. Mais voilà, ça ruine le rallye et le week-end de Toyota.
puisque Tanak se retrouve complètement hors course et avec un 0 pointé, à part les points de la Power Stage qu'il ira chercher le lendemain. Mais... Oui, bon, ça c'était attendu, et d'ailleurs ça a été, quand tu le voyais en action dans la Power Stage, c'était fabuleux, honnêtement. Oui. Là, il a été fabuleux, ça c'était vraiment génial, etc. Et le Tanak champion du monde, on est bien d'accord. Mais le Tanak aussi qui parfois... Alors c'est vrai que c'est là, tu es le premier à reconnaître que c'est pas forcément de sa faute. Mais c'est vrai que des fois on a le sentiment que qu'il est sur une corde raide et que rien n'est acquis pour lui, jusqu'au bout. Oui, c'est sûr, et c'est ce qui fait poser aussi un petit peu question à plusieurs niveaux, notamment sur les transferts, parce que une des grosses annonces de la semaine aussi avant le rallye, c'est le fait que Hyundai a déjà officialisé son line-up pour l'année prochaine. On est à peine fin mai et ils ont déjà officialisé les quatre pilotes pour l'année prochaine. Ils se sont positionnés, ils se sont sécurisés surtout avec Thierry Neuville et Aude Tanak, pour être sûr qu'ils ne partent pas. Mais la question qui se pose justement, c'est est-ce que Aude Tanak et Martine Gervais-Auger ont bien fait de quitter Toyota il y a 2 ans maintenant, parce qu'ils sont partis d'une équipe qui gagnait, qui les a fait gagner, qui les ont fait gagner aussi, pour arriver chez Hyundai avec cette problématique d'acclimatation à la i20 qui a l'air d'être compliquée à conduire pour tout le monde, à part pour Thierry Neuville, parce que pas mal se sont cassés les dents. Loeb le premier, Mikkelsen, Sordo qui fait tant bien que mal et on connaît sa capacité d'adaptation. Mais les autres ont tendance à peut-être un petit peu surconduire aussi, ce qui pourrait expliquer les erreurs de Tanak. Pour moi, sur ce rallye, la Hyundai était au-dessus, mais encore un petit problème de fiabilité. La dernière fois, c'était le choix de pneus de l'équipe qui était un petit peu problématique. Pendant ce temps-là, Toyota engrange. Eh oui, on est bien d'accord. Et puisque tu abordes cette question des transferts et des places dans les équipes, écoute, puisque nous discutons ensemble aussi, moi je peux pas m'empêcher de penser parfois, en tant qu'observateur, tu sais ce que c'est, être commentateur de sport auto, quand on n'est pas pilote soi-même, on observe, on voit les attitudes des uns, les déclarations des autres, on essaie d'aller chercher les petits détails. Ouais, tu ne me feras pas croire que c'est pas complètement pareil l'atmosphère chez Toyota et chez Hyundai, je m'explique. Chez Toyota, évidemment que Evans et Ogier sont face à face et se battent pour la victoire et que globalement c'est un peu à toi à moi et Evans c'est super solide. Mais t'as un septuple champion du monde, une référence absolue, le patron de la discipline et qu'on le veuille ou non, Ogier est de fait un peu le numéro 1, Evans c'est peut-être on va dire le successeur ou quelqu'un qui est dans ses pas on va dire. Bon. Chez Hyundai, tu peux pas m'empêcher de penser que Neuville et Tanak sont en mode rivalité, beaucoup plus frontalement, beaucoup plus de manière plus aiguë. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je le ressens comme ça. Je te dis pas qu'ils sont en train de se déchirer, qu'ils s'insultent, évidemment, mais il y a un niveau qui est à peu près équivalent. L'un est déjà champion du monde, pas l'autre. On est d'accord, mais l'autre est aussi quelqu'un qui a un statut qui est incontestable. Et je sens pas moins un petit peu une ambiance team, quoi. Toi aussi ? Oui, clairement. Après, ça fait aussi, ça vient aussi des personnages, très clairement, et des coéquipiers, parce que comme tu l'expliques, chez Hyundai, on a déjà un Tanak qui est déjà champion du monde, un Neuville, c'était son équipe avant. C'est lui qui est depuis le départ et qui est un peu malheureusement le poulidor du WRC. Je ne sais plus combien de fois il a fini vice-champion, peut-être 4 ou 5, ouais, c'est ça. Donc voilà, lui, il a vraiment cet objectif prioritaire d'être champion du monde, alors que Aude Tanak l'est déjà. Donc là, effectivement, on est un peu plus dans un combat, alors que chez Toyota, Evans, malheureusement, il est passé à travers un peu l'année dernière. Enfin, à travers, non, il est passé juste à côté. Cette année, il m'impressionne encore une fois. Honnêtement, moi, Evans, je pensais que l'année dernière, c'était un peu les conditions et sa régularité qui faisaient qu'il avait pu être aussi bien placé sur le dernier rallye. Là, cette année, il est reparti exactement sur les mêmes bases. C'est le seul pilote WRC qui n'a pas fait un seul mauvais rallye sur les 4 premiers. C'est pour ça toujours dans le top 5. Voilà, c'est ça. La régularité qui paye et la performance aussi, parce que il y a 15 jours en Croatie, il était à 2 virages de gagner. Donc il est pas loin. Il est certainement le plus régulier, le plus en phase aussi avec sa voiture, peut-être. Mais voilà, lui,
il a encore un peu de temps. Je pense que surtout il doit sécuriser sécuriser. Il est déjà sécurisé, mais faire ses preuves pour l'année prochaine et pour être justement le pilote numéro 1 vis-à-vis de Rovanperä s'il a besoin de ce statut à un moment de la saison. Ouais. Mais bon, voilà, après, il y a d'autres discussions. Est-ce qu'il va retourner chez Ford? Est-ce qu'il va rester chez Toyota? Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il prenne le risque de partir chez Ford. Il restera chez Toyota. Donc c'est plus à ce niveau-là que voilà, il y a peut-être un petit peu moins de rivalité aussi. Voilà, bon, bah, écoute, en tout cas, on peut avoir ce petit feeling, on va dire, vu de l'extérieur. Et si on finit avec Hyundai, Sordo, donc, qui restait seul en piste, on va dire ça comme ça, le pauvre, et en même temps, bravo à lui, parce que il fait quand même un super rallye, il prouve que c'est pas n'importe qui, notre Dani Sordo, bien sûr, avec un nouveau copilote aussi. Alors, c'est vrai que là, c'est une mode en ce moment, hein, t'as vu, c'est incroyable. Ouais, je crois que Julien Ingrassia doit bien s'accrocher à son siège, mais bon, il n'y a aucun risque qui change, hein, mais surtout les pilotes du WRC, oui, c'est vrai que le rallye d'avant, c'est Gus Greensmith qui avait changé également pour passer avec Chris Patterson, l'ancien coéquipier de Peter Solberg. Et puis là, c'était prévu depuis le début de l'année, hein, mais Sordo qui passe avec Rosada à la place de Marc Marty. Donc un nouveau copilote, mais voilà, une osmose qui s'est très bien passée dès le départ. Et justement, Dani, tu vois, nous a clairement fait mentir par rapport à ce qu'on avait dit au niveau de la Croatie, où on l'aurait plutôt mis en Croatie et Brin au Portugal. Et Dani Sordo qui fait montre de tout son talent, de tout son professionnalisme, pas une erreur du rallye. Ça le remet très très bien en selle après son Monte-Carlo très discret. Donc très très content pour lui, et c'est vrai que il sauve le week-end de Hyundai, hein, très clairement. C'est lui qui a été affecté par des problèmes si j'ai bien compris, les Hyundai, outre la suspension ou des mauvais choix de pneus, mais ça c'est peut-être plus tactique. Il y a aussi un problème de coupure moteur un peu à basse vitesse ou dans des virages lents. T'es au courant de ça? T'as lu ça quelque part? T'as compris ça aussi? J'en ai entendu parler, oui, effectivement. Après, ça n'a pas eu l'air de les impacter plus que ça. Peut-être quelques coupures moteur. Après, je t'avoue que j'ai pas posé le sujet parce qu'il n'y avait pas forcément raison d'être. Mais bon, voilà, un très très bon rallye. Petit souci qui peut affecter Hyundai aussi. Ouais. Bon, le fait est que Sordo, oui, quand même, heureusement qu'il ne reparte pas avec un 0 pointé, ça aurait fait mal, mais donc Dani qui nous fait une belle deuxième place au général, bravo à lui, on vient de le dire. Maintenant, disons, quand tu as vu les comptes au championnat, hein, je regarde là mon petit papier, évidemment. Neuville a 22 points d'Ogier, Tanak a 34. Là, ça fait beaucoup quand même, hein, dis donc. Ça commence à faire beaucoup, surtout que la saison, elle commence à, voilà, on en est déjà à un tiers de la saison. Après, les rallyes qui restent, il y a beaucoup de nouveaux rallyes aussi, donc on sait pas comment ça va se passer, hein. Le rallye de Ypres, on peut penser que Neuville va faire un gros score là-bas. Le prochain, c'est la Sardaigne. On sait que c'est un rallye qui est cassant aussi, qui est un peu imprévisible. Sur lequel Hyundai devrait être plutôt fort, d'après ce qu'on a vu déjà au Portugal et puis les précédents résultats. Hein. Tanak a toujours été très bon là-bas. Le dernier vainqueur, c'est Sordo, donc il devrait être plutôt bien également. Après vient le Safari. J'espère très très sincèrement qu'on l'aura, ce Safari, parce que moi il me fait saliver depuis 2 ans maintenant. J'ai vraiment envie de voir ces voitures là-bas. Mais bon, encore une fois, là, ce sera clairement la loterie, et c'est impossible de savoir comment les voitures vont se comporter, comment les pilotes vont accepter la chaleur et vont pouvoir gérer les mécaniques. Donc voilà, je veux dire, même 34 points de retard sur Tanak, après le Safari, il peut très bien être en tête du championnat. Hein. Donc il n'y a rien qui est fait. Non, mais bien sûr. Tout ce qui est pris est bon. Voilà. Après, reste à voir comment ça va évoluer. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait tendance à dire le rallye d'Estonie, c'est bon, ça sera pour Tanak, parce que quelque part. Oui et non, enfin ouais. L'Estonie et la Finlande, oui, très clairement Tanak est le grand favori. Après, est-ce que Toyota n'est pas un peu plus à l'aise aussi sur ces rallyes-là, de par les routes? Voilà, je pense que tu vois, Toyota sur ces types de rallyes, sur le goudron aussi, a peut-être un step en plus.
par rapport à toutes les Hyundai sauf celle de Neuville, parce que sur le goudron c'est le seul à savoir la faire marcher. Mais par contre et de même sur les rallyes terre rapides, mais sur les rallyes terre un peu plus lents, un peu plus cassants, on dirait que la Hyundai est un peu plus performante. Tout à fait. Si on part du principe que oui, quand même Tanak gagnerait chez lui en Estonie, que Neuville gagnerait chez lui en Belgique, bon, est-ce que Katsuta gagnera en fin d'année chez lui au Japon? Bon, peut-être pas quand même. Le fait est que notre ami Takamoto là nous fait une belle 4e place. J'allais dire, est-ce qu'on n'en dirait pas encore un mot de notre petit japonais, parce qu'encore une fois, alors sans être impressionnant, il est là, il fait pas de faute, il attaque sur les spéciales sur lesquelles il veut attaquer. Encore une fois, il nous a refait le coup de la Croatie, où il choisit une spéciale par jour, et sur les 2 passages, il attaque vraiment fort, et il fait des temps excellents. Il se retrouve 4e. Encore un très très bon rallye. Même à la régulière, il était devant Ogier jusqu'au samedi milieu d'après-midi. Oui. Certes, il y avait le balayage, mais tout de même, il était très régulièrement devant Rovanperä. Alors là, Rovanperä, moi, ça a été une des déceptions aussi du rallye. Mais pour finir sur Takamoto Katsuta, une progression qui continue, très linéaire, sur des rallyes qu'il connaît encore un peu mieux pour les avoir déjà fait plus que ceux qui étaient précédents. Donc voilà, de là à aller chercher un podium à la régulière, j'y crois pas trop, mais encore une fois, le rallye est tellement imprévisible qu'il faut être là pour prendre les positions quand elles se présentent, et un podium, moi j'y crois sur cette fin de saison pour Katsuta, avec des circonstances particulières, très clairement, mais c'est possible qu'il fasse un podium. Ben oui, mais je disais pas ça finalement par ironie, parce que un dernier rallye de l'année, imagine que c'est déjà un peu fait au niveau des titres. Souvent il peut se passer des choses, et comme le Japon va conclure la saison, ce serait une belle histoire. Oui, c'est vrai que ça c'est sûr. Oui, Rovanperä nous a été un peu transparent, parce que là, il n'a pas été verni lui aussi forcément, mais c'est pas pour ça qu'on le voyait aussi aux avant-postes avant, quoi. Ouais, non. Alors certes, il a son problème électrique qui le fait abandonner la journée du samedi, mais même avant, avec une position sur la route qui n'était pas forcément aussi défavorable. C'est du direct, hein. Ouais, désolé. Une position sur la route qui n'était pas forcément aussi défavorable, mais du coup, il est déçu du rythme qu'il a proposé. Alors, est-ce qu'il est un petit peu rattrapé par la pression aussi, le fait d'être devant, sur les devants de la scène depuis le début de saison, que tout le monde attend? Est-ce que lui s'impatiente aussi un petit peu? Je sais pas trop, mais ouais, un rallye compliqué pour lui. Ouais, on est d'accord. Et si on revient sur M-Sport, évidemment, donc on a dit tout le bien qu'on pensait d'Adrien, qui n'avait pas un rôle facile en mode découverte, rallye-terre, dans la foulée d'une vraie performance où il fallait confirmer. Il y avait un peu de pression sans doute aussi, mais bon, il est à l'arrivée, il est solide. Tu l'as vraiment bien dit tout à l'heure. Là, pour le coup, j'aurais tendance à te dire que j'ai trouvé Greensmith pas mal. Oui, alors Greensmith d'abord, effectivement. Donc quand il annonce avant le rallye qu'il veut faire un top 5, je t'avoue que voilà, j'y croyais pas bien. Je me suis dit, même avec des circonstances de course, bon, il y a quand même un gap très significatif par rapport à cette place-là. Il a fait des temps qui étaient corrects. Moi, il m'a pas forcément impressionné par rapport à Katsuta, justement, où il était toujours un peu clairement en retrait. Il arrive à finir, il finit quoi? Il finit 5e, je crois. Il finit 5, ouais, juste. Il arrive à battre Adrien, en fait, c'est ça l'idée. Ouais, oui, mais bon, encore une fois, Adrien a balayé toute la journée du samedi. Il a eu son problème d'accélérateur aussi bloqué, chose qui arrivait aussi à Greensmith un petit peu plus tard. Et puis surtout à la fin, Malcolm Wilson a demandé à Adrien Fourmeau et Renaud Jamoul de calmer un petit peu le jeu, de ramener la voiture, qu'il n'y avait rien à jouer dans la Power Stage, et que les 5 secondes qui le séparaient de Greensmith, c'était pas à la peine, que son heure viendrait, comme il l'a très bien dit. Donc moi je suis un peu sur la même longueur que précédemment au niveau de Greensmith. Un peu déçu, c'est clairement les conditions de course qui font qu'il finit 5e. T'enlèves trois top pilotes avant, voilà. Ouais.
Bien sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr que ça fait en tout cas, en termes de performance, on se rend compte que la Ford a fait un petit step là depuis la Croatie. Les améliorations moteurs ont clairement porté leurs fruits. Donc c'est bien pour la fin de la suite de la saison. En tout cas, c'est bien pour la suite du championnat quand on va revoir éventuellement Suninen au prochain rallye sur donc un pilote un peu plus expérimenté qui va pouvoir aller performer un peu plus peut-être que Fourmeau dans la performance, j'entends. Et puis donc oui, pour l'année prochaine, c'est de bon augure aussi. Ouais. Et puis donc, pour Adrien Fourmeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, une course très très intelligente. Il n'avait pas fait un seul kilomètre dans la WRC sur la terre sèche. Tous les essais qu'il avait fait, c'était sur des conditions détrempées. Donc première fois qu'il mettait les fesses dans un baquet d'une WRC sur la terre. Donc course très très intelligente du début à la fin, et il marque encore de gros points pour le développement de la voiture 2022 et puis pour l'année prochaine. Donc hâte de le voir au Safari. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, je te propose pour conclure, parce que je voudrais pas te retenir trop si les affaires continuent et que les téléphones sonnent, on va quand même parler du WRC2 si tu veux bien, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Ouais. Alors d'abord, coup de théâtre qui fait que ton pote, comme je le dis à chaque fois, Mikkelsen, n'est pas là, puisque donc positif au Covid. Donc ça, évidemment, ça nous rappelle que tous les pilotes dans toutes les disciplines, quand même, j'imagine, ont toujours cette épée de Damoclès, qui fait qu'effectivement, c'est pas encore arrivé en F1 cette année où ce serait bien plus médiatisé, mais enfin c'est vrai que dans l'absolu, ça peut arriver à tout le monde, et c'est donc arrivé sur Mikkelsen. Et donc il y a cette histoire aussi, t'as vu, de Ole Christian Veiby, suspendu 6 mois par la FIA pour avoir donc, comment on appelle ça, triché un petit peu sur le protocole Covid et pas avoir dit qu'il avait été avec Andreas, en fait. Hein. C'est bien ça que tu as compris. Tout à fait. C'est ce que j'ai compris. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est que la semaine dernière, ils étaient ensemble au Targa Florio où les Christian Veiby faisaient le rallye sur la Hyundai WRC, là, justement. Et puis Andreas était là en tant qu'ami, on va dire, et membre de la même structure de management pour l'aider, pour le conseiller et faire un peu ce qu'on appelle le gravel crew, donc ouvreur, tout simplement, sur les spéciales. Et donc effectivement, dans la semaine, Andreas a été testé positif, s'est isolé, il a fait tout ce qu'il fallait bien, forfait pour le rallye. Et puis après, je sais pas trop exactement dans les détails ce qui s'est passé. J'ai pas eu encore de retour officiel, mais Ole Christian et son copilote sont allés au Portugal, avaient été effectivement cas contact forcément, mais après en fonction du nombre de jours, etc., c'est toujours un petit peu compliqué. C'est ce qui leur a été reproché, de pas s'être isolé, de pas avoir été déclaré comme cas contact. Et là, je pense que la FIA a tout de suite pris les devants et fait une sorte d'exemple en le sanctionnant aussi durement, pour pas que ça se reproduise, parce que tout est fait pour mettre en place ces bulles sanitaires, et à partir du moment où tout le monde ne joue pas le jeu, c'est tout le système qui est remis en cause. Donc c'est vrai que c'est problématique, ça se comprend. Ouais. On l'a vu dans le foot. Moi, je suis un fan de basket. On le voit en NBA aussi, les joueurs qui transgressent de manière même anodine ces règles-là. Voilà, ça transige pas, et je pense qu'effectivement il faut que ce soit comme ça. Alors la sanction est extrêmement dure, par contre. Oui. Je pense que si on avait tapé au porte-monnaie, ça aurait peut-être été un petit peu plus judicieux, même si au niveau du WRC2, on sait que les équipes auraient pu aider. Enfin, voilà, il n'y a pas de solution idéale. Ils ont voulu prendre cet exemple. Je pense qu'il va faire appel et que la sanction sera un petit peu plus clémente, j'espère, en tout cas, parce que là, ça remet clairement en question sa saison, et puis même sa carrière. C'est fait pour que il rate la saison, ça se termine après le Japon, donc t'as vu, c'est fait exprès. 6 mois, ça tombe pile. Et puis même si c'était 4 mois, je veux dire, sa saison elle est finie aussi, parce qu'il n'aura aucune chance de jouer le titre en WRC2. Voilà, c'est une situation qui est compliquée. Il y a des règles du jeu, il faut les respecter, et ils ont déjà de la chance de pouvoir faire leur course, donc voilà. Et puis voilà. Après, quelle est la problématique des réseaux sociaux dans cette problématique?
Voilà, parce qu'Andrea, c'est quelqu'un qui communique énormément sur les réseaux sociaux, les pilotes de la jeune génération aussi, et c'est peut-être un petit peu aussi comme ça qu'ils se sont fait un peu trop remarquer, on va dire. Ouais, t'as raison. T'as raison, ouais, non, c'est sûr. Oui, voilà. Après, on a vu des footballeurs pour qui c'est arrivé aussi. Comme je parlais tout à l'heure en NBA, bah, voilà, ceux qui sont attrapés, c'est souvent comme ça. Donc, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Bon, en tout cas, oui, il fallait qu'on en parle de cette histoire qui effectivement est quand même dure pour Baby, ça c'est sûr, mais bon, voilà, t'as bien résumé la situation et bon, bah, on vous laisse vous faire votre avis si vous en avez un, chers amis ou chers amis, chers téléspectateurs, et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo et on discutera sur YouTube à distance. Bon, en tout cas, c'est juste une petite chose, LFB, que je voulais rementionner sur le WRC pour terminer, c'était la Power Stage, parce que ça a été, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la gestion derrière. Du saut des Vans, voilà. Oui. Au niveau de la gestion des pneus qui était extrêmement importante, parce qu'il y a des choses assez particulières et je ne sais pas si tout le monde et notamment les non initiés ont compris bien ce qui se passait le dimanche matin au niveau des temps. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que donc en fait tout le dimanche matin, on a vu que Rovanperä, Neuville et Tanak prenaient des 30-40 secondes par spécial. Parce qu'en fait, tout simplement, n'ayant pas roulé le vendredi après-midi pour Neuville, le samedi pour Tanak, ils avaient sauvegardé justement ces fameux denrées rares qui étaient les pneus soft pour le dimanche, pour pouvoir jouer la Power Stage, qui faisant 11 km, clairement les meilleurs pneus étaient les pneus soft. Donc ils les ont sauvés tout le dimanche matin pour pouvoir attaquer dans cette Power Stage et marquer les points. Et encore plus que ça, et chose que personnellement je n'avais jamais vue, Tanak est parti sans aucune roue de secours le dimanche. Ouais, 20 kg, 23 d'économiser. Ouais. C'est ça. Et moi personnellement, j'avais jamais vu ça, quelqu'un prendre le risque de partir sans aucune roue de secours, parce que il était clairement avec l'épée de Damoclès d'avoir un replay du Monte-Carlo qui lui est arrivé, c'est-à-dire une crevaison et plus de roue de secours, donc obligé d'abandonner. Mais là, oui, il est parti sans aucune roue de secours. Donc, comme tu le disais, 23 kg de moins, du balourd un peu en moins sur l'arrière, et d'où le fait que il a tout simplement roulé en mode routier sur les premières spéciales, à la fois pour sauver ses pneus, mais surtout pour ne pas crever. Et puis, comme tu le disais, après, il fait une attaque magistrale dans la dernière spéciale pour aller attraper les 5 points qui lui sauvent un petit peu son week-end. Mais voilà, chose à souligner parce que c'est assez original et pour le coup, un joli coup de poker qui a payé à la fin. Ah ouais, on est d'accord. Tu as bien fait de revenir sur qui concluait vraiment tout ce qu'on pouvait dire sur le WRC. Et alors, si je reviens donc sur le WRC 2, une fois le contexte posé, c'est vrai que c'est Lappi qui revient et qui regagne. Et c'était pas complètement illogique, bien sûr. Il est super fort, évidemment. On le sent. C'est ça. On aurait pu avoir une magnifique bagarre en WRC 2 si on avait eu. Enfin, on l'a déjà eu, parce que quand on a vu la bagarre sur tous les premiers jours entre Lappi, Gryazin, Suninen et Rosberg, ça se battait vraiment à coups de seconde sur les 2 premiers jours, jusqu'à ce que Rosberg ait une crevaison et Gryazin quelques problèmes sur son échappement et son turbo. Mais c'était vraiment à coups de seconde. Il n'y a jamais eu plus de 6-7 secondes d'écart entre les 3-4 premiers au plus fort de la bataille. Et puis au final, Lappi, oui, qui marque encore de gros points, qui montre qu'il est là. Pendant toutes les déclarations d'après spécial, il a tapé un petit peu à la porte en disant oui, c'est sympa cette voiture, mais c'est vrai que ça manque un peu de puissance. On s'ennuie un peu au niveau de la puissance et des vitesses de passage. Donc j'aimerais bien en gros revenir en WRC. Donc un petit appel du pied aux décideurs, mais voilà, qui se repositionne au championnat à la 2e place, en ayant fait uniquement 2 rallyes. Donc voilà, avec une superbe bagarre avec Suninen, avec les autres. Donc on a hâte de voir ce que ça peut donner par la suite. Voilà, le casting en WRC2, il est fabuleux, ça c'est vrai. Quand t'as Lappi, Suninen, Mikkelsen, Rosberg, même maintenant Gryazin qu'on commence à connaître, ça devient une vraie discipline qu'on suit aussi attentivement, nous les spécialistes, que la première. Ça faut quand même l'avouer. Superbe spectacle. En WRC3, qu'est-ce que tu peux nous dire éventuellement ? WRC3, une course assez qui se décante assez vite, avec
avec Kajetanovic et Rossel, le Français Johan Rossel, donc qui se détache, et puis finalement Rossel qui prend la deuxième place sur la C3, comme j'aime à le rappeler, donc de Saint-Éloque. Voilà, un rallye assez prudent de tout le monde, une belle troisième place aussi de Nicolas Siamin, le Français, et puis on a oui, voilà, un rallye, on va dire assez classique. Voilà. C'était vraiment histoire d'être complet. Ouais, alors moi, il y a juste une dernière petite chose aussi, un petit focus sur le fameux André Villas-Boas. Qui participait donc au rallye du Portugal sur une C3 R5, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Hein. On a beaucoup parlé de foot aussi ce week-end avec forcément le dénouement de la Ligue 1, mais voilà, moi ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est vrai que je suis pas forcément fan, on va dire, de Marseille étant stéphanois, mais bon voilà, j'avais une attention particulière parce que c'est vrai que André Villas-Boas, ça fait plusieurs années qui s'engage et qui participe en sport auto, notamment sur le Dakar, sur le WRC. Tout à fait. Et puis il finit pas trop mal, hein, puisqu'il finit donc on va dire 21e dans la catégorie RC2, donc qui regroupe WRC2, WRC3, hein, et puis 32e au scratch, mais il finit sans problème particulier, un rallye du Portugal. C'est pas tout le monde qui peut se targuer de cette performance. Donc, bien vu, Guillaume. À tous nous footeux qui peuvent aussi suivre le rallye via cet aspect-là. Ah oui, non, mais dès que un sportif, on va dire, vient jouer dans le sport auto, ça veut bien dire que ça le passionne ou que ça l'intéresse. Donc nous sommes forcément enclins à lui dire bravo, et c'est vrai que tu as bien fait de le surveiller. Et donc on sait qu'il fera le Dakar, hein, il l'a déjà annoncé, ça, je crois. Oui, il me semble. Potentiellement, ouais, je sais pas, je sais qu'il l'a déjà fait, qu'il a des envies de rallye raid par la suite. Donc après, à voir si je crois, en fonction de sa carrière dans le foot, ce que ça peut donner. Voilà, tiens, puis en parlant de Dakar, on parlait de copilote, t'as vu que donc Sébastien Loeb a officialisé son nouveau copilote, dont le nom m'échappe là, parce que bon voilà. Lurquin, ouais. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Ouais. Donc on verra. Hein. Et puis il y a les rumeurs de Loeb retour de chez M-Sport après, avec il y a beaucoup de choses qui se disent justement sur le line-up, notamment M-Sport et Toyota de l'année prochaine. Je t'avoue que je trouverais ça un petit peu compliqué de revoir Loeb. Après, il a une expérience aussi des voitures avec on va dire les différentiels non pilotés, les boîtes de vitesse normales, on va dire, sans les palettes au volant. Donc ça peut être quelque chose de bien pour développer la voiture. Après, on verra, mais affaire à suivre. Mais oui, ça peut être intéressant. Bon, de toute façon, c'est clair qu'on est parti pour une belle saison, serrée. Il y a que 2 points d'écart entre Ogier et Vannes. C'est évident que Neuville et Tanak vont se rappeler à notre bon souvenir, et que Hyundai n'aura pas toujours autant de soucis qu'ils ont eu là au Portugal, et que ça va regagner, hein, c'est sûr. Donc non, la saison elle est vraiment super intéressante. De toute façon, depuis le début de l'année, tous nos débriefings ensemble, Guillaume, sont longs parce que il s'est passé tellement de choses dans les rallyes que à chaque fois on a vraiment des choses à dire, quoi. On en aurait encore plus à dire, ça c'est sûr. On a une saison qui est passionnante dans la lignée de celle de l'année dernière, avec des voitures de pointe qui sont très très proches les unes des autres. Encore une fois, j'ai hâte de voir Suninen ou un autre pilote de pointe dans la Fiesta pour voir ce que ça peut vraiment donner en termes de performance. Si on fait le parallèle par rapport à la Formule 1 de ce week-end, c'était aux opposés. Même si on se régale toujours de regarder la F1 dans les rues de Monaco, c'est vrai que la longue procession du dimanche après-midi a été un petit peu décevante. Je te l'avoue, et moi j'ai eu un vrai plaisir à suivre le WRC pendant ce week-end, encore une fois. Et puis c'est toujours un plaisir d'en discuter avec toi. Donc j'ai hâte de voir les prochains rallyes, de voir l'évolution des différents pilotes, des différents championnats. Et merci à toi, Guillaume. Non, mais c'est plaisir réciproque.
Je rappelle qu'on peut toujours te suivre aussi via la page Facebook et le site internet Auto Mini Racing, avec lequel tu es impliqué. Et justement, du coup, vu que je voulais refaire un petit lien entre toutes les passions, parce qu'on parle beaucoup de rallye ici, mais on est tous passionnés de sport auto avant tout, et moi le premier, alors que ce soit la Formule 1, l'endurance, encore plus, c'est des choses que je suis énormément, et donc notamment au niveau de Auto Mini Racing, je vous présente le dernier montage qu'on a pu faire. C'est vraiment un montage unique, elle n'existe nulle part ailleurs pour le moment, donc c'est la fameuse Alpine de Esteban Ocon au Monte-Carlo de cette année. Donc qu'on a développé, donc on a fait de manière unique, donc pour faire le lien un petit peu entre Alpine, Formule 1, endurance, rallye, puisque on a aussi le rallye du Touquet qui attaque ce week-end, et ça c'est un vrai plaisir aussi, un vrai soulagement pour toutes les équipes. On en parlait la dernière fois, mais je tenais encore à apporter mon soutien à toutes ces équipes, à tous les organisateurs du rallye du Touquet, de la FFSA, qui font tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. On va avoir une couverture exceptionnelle aussi de par la FFSA. J'ai vu ça passer hier au niveau d'une radio qui serait mise en place, des vidéos aussi pour suivre le rallye, parce qu'encore une fois, on est encore en période de pandémie, il faut faire attention. Donc non, très très content de voir le rallye en France qui revient, et notamment avec ces Alpine RGT qui seront en place. Et je passe un grand coucou aussi à mes amis chers de chez Oreca à Magny-Cours et dans le sud, et de chez Signature Signatech, qui ont développé toutes ces belles autos, ces belles Alpine RGT, qui vont en faire vibrer plus d'un cette année, et moi le premier. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil un peu qui mixe et tout, mais donc oui, comme tu le disais, Auto Mini Racing, page Facebook, Instagram, venez nous soutenir, notre association, notre exposition permanente, donc plus de 6000 miniatures de tous les domaines, Formule 1, endurance, rallye, une page consacrée aussi à Michel Vaillant, sur laquelle on pourra en parler un petit peu plus la prochaine fois. D'accord, ok. Notre de Jade Miniature aussi, donc voilà. Oh là là, mais c'est vrai que c'est... Ouais, il y a trop de choses à dire. Non, mais c'est vrai qu'il faut aller voir ça, et moi le premier, tu penses. Bon. Ah oui, tu seras le bienvenu. Oui, allez, c'est vrai qu'on va essayer. Et je lance un appel aussi à tous ceux qui pourraient avoir potentiellement un contact avec Esteban Ocon. Ça fait quelque temps que j'essaye de prendre contact avec lui pour lui présenter cette miniature, et puis essayer de lui en remettre un modèle, puisque très clairement on va en faire que 3. Il y en a une pour nous, une pour Esteban, et une pour Jules Escartfig, son copilote. D'accord. Donc voilà. Oui, là, évidemment, un pilote F1, c'est là qu'on voit que c'est ça, c'est pas facile. On sait jamais. À toutes les bonnes volontés. C'est ça, le message est passé. Voilà, nous l'avons bien entendu, et tu as eu raison de le passer, Guillaume. Et tu as raison de dire ce que tu viens de dire là depuis quelque temps sur les organisations et les efforts que tout le monde consent pour que ça reparte et que ça ait lieu, tout ça. Bon, allez, je crois qu'encore une fois, on a été long mais complet, et c'était le but du jeu. Et si on le fait pas dans l'afterlap, qui le fera, donc voilà, on assume. Guillaume, je te libère, je te souhaite plein de bonnes choses. On va essayer de garder donc évidemment notre bonne habitude de se retrouver après chaque rallye. Est-ce que ça sera en ligne dès le lundi, le mardi, le mercredi dans les semaines? Bon, bref, accordez-nous parfois quelques heures de battement, on va dire. Mais oui, l'idée c'est bien de t'avoir finalement, et de prendre ce pli, de peut-être d'avoir 2 épisodes par semaine. Écoute, c'est comme ça, et c'est la passion. On assume aussi. C'est ça, c'est la passion. Et puis n'hésitez pas à partager, on va pas se considérer comme des youtubeurs, mais en gros, comme ils disent, n'hésitez pas à liker la petite vidéo, liker la page de LFB l'Afterlap sur les différents réseaux aussi, puisque elle est très bien fournie en général. Je rappelle aussi le superbe podcast avec Maxwell Pilote, donc Green White Checker, qui est un régal tous les 15 jours, tout simplement pour faire le tour de l'actualité auto. Donc voilà, likez les pages, commentez, on sera ravis de pouvoir discuter comme on a pu le faire sur les premiers épisodes en commentaire. Et puis on est disponible, Guillaume l'a fait, donc sur Facebook, sur Instagram, LaFlap25 et LFB également. Donc voilà, un vrai plaisir de partager cette passion. Et LaFlap 25, pourquoi 25 d'ailleurs?
C'est ma mon jour de naissance, un jour un peu, voilà, un numéro un petit peu de l'année, je voyais pas. Non, mais voilà, c'était pour se différencier un petit peu, et puis voilà, tout simplement. LAF 25, c'est très bien. Et puis alors oui, évidemment, tu as vu que j'ai fait, oui, t'as un homonyme en cyclisme. J'ai un homonyme en cyclisme, je m'étais toujours demandé, et je t'avoue que j'aurais parié là-dessus, la une de l'équipe qui m'a fait un petit peu rigoler, parce que Victor l'a fait effectivement, qui gagne cette belle étape du Giro, et ça fait toujours plaisir d'entendre son nom. Alors l'équipe, j'ai qu'une dent contre eux. Alors là vraiment, on est entre nous, on continue cet épisode. Je ne supporte plus, parce que évidemment c'est la Bible pour moi l'équipe, ça je vais pas dire le contraire. Bon, mais leur titre quand c'est parti pour rester, parti pour durer, tu sais là, quand il y a des transferts en foot par exemple, Neymar parti pour rester au PSG. Ce jeu de mots parti pour, mais en fait pour rester, ils le font une fois par mois. Là, à chaque fois, je dis non, là, stop, on a compris, arrêtez. Mais sinon, globalement, ils ont des bons titres, effectivement. Et l'a fait, oui, c'est facile, mais je l'aurais sans doute aussi fait une fois, je te le dis. Oui, et puis on a eu le droit, il a gagné l'étape parce que, enfin, je sais plus comment ils avaient dit, mais là, c'était une étape pour la FE car à Boss. Donc voilà. Ouais. Je t'avoue que c'était la même chose. J'y ai eu le droit un peu quand j'étais petit, donc. Oui. Bon, j'essaierai de t'en trouver une inédite, pas évident, mais ouais, je vais réfléchir. Bon, allez, éventuellement, je te livre ça là, dès que je peux la prochaine fois. Bon, allez, cette fois-ci, je dis vraiment qu'on se quitte, mais qu'on se retrouvera très bientôt, mon cher Guillaume, et je te remercie encore et je te souhaite plein de bonnes choses. Avec grand plaisir, prends soin de toi, LFB, prenez tous soin de vous. Si vous avez accès au vaccin, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très vite sur les bords des spéciales, puisque apparemment c'est reparti. Et même si ça te fait pas plaisir, j'espère que c'est parti pour durer. Voilà. Salut à tous. Ciao.